Bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler d'un problème qui nous concerne tous. Nous allons vous raconter la fantastique histoire du pétrole et ce qu'il nous a apporté par son abondance. Et pour vous en parler, j'ai choisi de venir ici aux États-Unis, qui est le pays le plus dépendant de l'or noir. Nous allons voir ce soir que l'ère du pétrole abondant et bon marché touche à sa fin. Et pourtant, nous en consommons de plus en plus tous les jours. C'est ça le paradoxe, car le pétrole est partout. Dans les vêtements que nous portons, dans ce que nous mangeons, dans nos médicaments. Sans pétrole, tous les avions seraient cloués au sol, comme ici. Avons-nous pris conscience de ce qui va changer dans nos vies? Certainement pas. Et c'est ça qui dérange. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes en train de brûler en moins de 200 ans ce que la nature a mis des millions d'années à fabriquer. Les réserves de pétrole s'épuisent et les experts ont prospecté la planète entière. Je ne pense pas que nous allons trouver de nouvelles grandes réserves qui n'ont pas déjà été découvertes. Alors les compagnies pétrolières sont prêtes à tout. Comme en Alberta, au Canada, le deuxième plus grand gisement après l'Arabie Saoudite. Jour et nuit, des engins se relaient pour exploiter des sables imprégnés de pétrole en détruisant une forêt boréale millénaire. Dans le même temps, la demande mondiale explose. Notre mode de vie fait rêver. À Pékin, chaque jour, 1500 nouvelles voitures sont immatriculées dans la capitale chinoise. Ce n'est plus un rêve. Et pour mes parents, cette voiture, c'est un événement, car eux, à leur époque, ils n'avaient même pas de quoi s'acheter un vélo. Le pétrole bon marché a aussi permis à des villes de pousser en plein désert. Partis en croisade contre la surconsommation et le gaspillage des Américains, à Las Vegas, ville de tous les excès, nous avons rencontré Josh Tickle. Nous n'avons pas besoin de tout ça, mais nous l'avons construit. Alors maintenant, nous devons trouver un moyen de passer d'un monde de pétrole à un monde sans pétrole. Agir pour développer de nouvelles énergies. L'ancien vice-président américain Al Gore, prix Nobel de la paix, reçoit nos caméras pour un entretien exclusif sur ses solutions à l'après-pétrole. Les rayons du soleil suffisent à fournir en une seule heure assez d'énergie pour assurer 100% de tous les besoins de la planète pendant un an. Au Bénin, un homme l'a compris, Robert Freling. Grâce aux panneaux solaires qu'il installe partout en Afrique, 1 million de personnes ont accès à l'énergie. On a l'électricité, comme par magie. Mais le soleil pourra-t-il aussi remplacer le carburant des voitures? Dans la Silicon Valley, Harrison Dillon a peut-être inventé grâce aux algues l'essence du futur. Je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais c'est vrai, c'est réel. Vivre sans pétrole paraît aujourd'hui encore impensable. Pourtant, en Belgique, depuis un an, Steven Vroman tente et réussit cette expérience unique. Il ne faut pas avoir peur de vivre sans pétrole, au contraire, c'est un futur qui est beaucoup mieux que le style de vie qu'on a maintenant. Cette fin du pétrole est aujourd'hui une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. La réalité, c'est que le pétrole bon marché a déjà disparu. Et cet avenir-là, il est inéluctable parce que c'est un déclin géologique. On ne négocie pas avec la nature. C'est aujourd'hui. Il faut se préoccuper de ce qu'il va manquer demain matin. Et demain matin, c'est pas dans 30 ans. On ne comprend pas l'effet de la fin du pétrole. Et on le payera cher. Dans sa vie, chacun de ces appareils a brûlé en moyenne 80 tonnes de kérosène par jour avant d'être abandonné ici dans cette casse. Dans le monde, un avion décolle ou atterrit chaque seconde. Imaginez la quantité de pétrole nécessaire à notre désir d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Je retrouve Yves Cochet. Il est l'un des premiers en France à avoir donné l'alerte. Yves, pour vous, on est vraiment à un tournant de notre civilisation. Oui, parce que l'humanité entière qui utilise du pétrole, pour la première fois dans son histoire, avec la matière la plus précieuse qu'elle est actuellement, avec les multiples usages du pétrole, cette matière va diminuer. Il y en aura moins, alors qu'on voudrait en consommer plus. Donc c'est un tournant de civilisation, vous avez raison, car l'énergie, et notamment le pétrole, qui est la plus grande des énergies, eh bien c'est la base de tout. Les stylos, les médicaments, les plastiques, évidemment les automobiles, le transport, les avions. Alors regardez cet avion-là, il pèse à peu près 200 tonnes.
En poids, une fois rempli, il va peser 450 tonnes. Il ne peut décoller qu'avec du pétrole. C'est pas avec du jus de carotte ou des éoliennes ou du nucléaire. Sans énergie, surtout sans pétrole, on ne fait pas d'agriculture, on n'extrait pas des métaux. C'est l'énergie qui est à la base. Or, cette énergie va commencer à décliner. Donc c'est un tournant, pas simplement technologique, un tournant de civilisation. Alors quel est l'état des ressources? On en a à peu près consommé la moitié de ce qu'il y avait au départ il y a 150 ans. Maintenant, il reste un petit peu moins de 1000 milliards de barils. Bien sûr, quand on regarde par rapport à la consommation mondiale actuelle de l'ordre de 28 milliards de barils par an, on dit bon, on en a encore pour 40 ans, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que dans 40 ans, le dernier baril de pétrole vaudra tellement cher que ça ne veut plus rien dire. C'est presque l'apocalypse dont vous parlez. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous tromper? J'ai évidemment des doutes, mais je pense que c'est complètement imminent. Et que donc il faut se préparer. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les dirigeants, aussi bien industriels, économiques et politiques, semblent ne pas... N'en parlent jamais. Nous-mêmes, on n'y pense pas. Même moi, en préparant cette émission, ce que vous me racontez, j'ai du mal à le croire. C'est tellement difficile de penser à un avenir avec moins de pétrole, voire sans pétrole du tout, que c'est la politique de l'autruche. Vous ne pouvez pas bâtir un espoir pour l'humanité en disant, écoutez les gars, serrez-vous la ceinture, ça ira moins bien demain qu'aujourd'hui. Mais quand on sera le nez dans le mur, quand on aura l'augmentation du prix à la pompe, 1,50 €, 2 €, 3 €, on sera obligé d'en penser. Et cet avenir-là, il est inéluctable parce que c'est un déclin géologique. On ne négocie pas avec la nature. La vie sur Terre nous a fait un don. Et en 200 ans à peine, nous aurons épuisé ce que la nature a mis des millions et des millions d'années à produire. Pour comprendre l'incroyable alchimie qui a donné naissance au pétrole, nous sommes au Nevada, au-dessus du Grand Canyon, une merveille géologique classée au patrimoine mondial de l'humanité. Ces gorges qui atteignent jusqu'à 1800 mètres de profondeur sont les plus spectaculaires du monde. Au-dessus de ces paysages, on a l'impression de plonger dans les entrailles de la Terre, là où s'est formé le pétrole il y a près de 150 millions d'années. Nous sommes au Jurassique. À cette époque, les dinosaures règnent sur la planète. L'intense activité volcanique rejette d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Les continents ne sont pas encore formés et un vaste océan recouvre le Moyen-Orient. Le climat est tropical. La mer est peuplée de reptiles, de poissons, mais surtout de plancton. Ces micro-organismes végétaux captent la lumière du soleil et absorbent le CO2. Ils se nourrissent grâce à la photosynthèse. Et c'est ici que commence l'incroyable formation du pétrole grâce à une succession unique d'événements exceptionnels. Le plancton va se multiplier, l'eau se réchauffer, l'oxygène se raréfier, entraînant l'asphyxie de toute la vie marine. En mourant, les animaux, les végétaux et ces milliards de micro-organismes gorgés de carbone et de soleil tombent au fond de l'eau, s'empilent et se décomposent. Recouvertes de sédiments, ces couches de matières organiques vont être piégées par les mouvements de l'écorce terrestre et écrasées, pressées à des milliers de mètres de profondeur. Le four naturel de la Terre va cuire ses réserves d'énergie à des températures de plus de 100 degrés pour les transformer, au bout de millions d'années, en pétrole. Et ce n'est que beaucoup plus tard que nous allons comprendre comment libérer cette énergie. Yves, l'homme a toujours connu le pétrole comme ça depuis très longtemps. En fait, oui, en Mésopotamie, il y a 4000 ans, en l'Irak actuel, il y avait déjà du pétrole qui suintait et qui était essentiellement pour étanchéifier les bateaux en papyrus sur le Tigre et l'Euphrate. Et puis, bien sûr, des milliers d'années sont passées et au moment de la révolution industrielle, la deuxième, celle du pétrole, vers le milieu du 19e siècle, on a remplacé l'huile de baleine qu'on utilisait comme lubrifiant ou comme source d'énergie, on l'a remplacé par du pétrole. En fin de compte, c'est ce pétrole qui a sauvé les dernières baleines au siècle dernier. Exactement, les baleines se raréfiaient, on ne savait pas comment refaire pour lubrifier les machines. Et heureusement, on a découvert le pétrole qui a sauvé les baleines. Regardez cette bulle qui va exploser, il y a un petit peu de méthane qui pousse évidemment, c'est pour ça que le pétrole suinte ici. Voilà. Mais ça peut pas gicler en l'air, ça, vous voyez que c'est tout pâteux. Non, parce que là, il y a trop de densité, il est quand même très voilà.
typiquement, il est très visqueux, mais dans certaines contrées où il est beaucoup plus léger, quand on perce la terre, hein, qu'on fore finalement avec un derrick, eh bien sûr ça peut gicler. Ça c'est un produit magique, il y a tout là-dedans. Il y a tout, y compris avec ça, on peut faire de l'aspirine. Avec ça, on peut faire un tube de rouge à lèvres. Ça paraît incroyable parce que c'est dégueulasse, c'est noir, mais on peut tout faire. Dans cette petite mare, là, il y a le travail d'une semaine de 100 personnes humaines. Hein. C'est très très énergétique. Le pétrole me fascine. Grâce à lui, l'homme a dépassé ses limites et bâti un monde à son image. En un siècle, nous avons modifié la Terre comme jamais auparavant. Le pétrole ne nous offre pas seulement le plastique, mais aussi de formidables matériaux de construction. Le fer, le verre ou le ciment. Le pétrole nous a permis d'inventer l'agriculture intensive. Dans les champs, le tracteur a remplacé l'homme. Un agriculteur français, avec ses machines, produit 2000 fois plus qu'un paysan au Mali. Grâce au pétrole, nous irriguons. Grâce au pétrole, nous fabriquons des engrais et des pesticides. Depuis sa découverte, la population mondiale est passée d'un peu plus d'1 milliard d'individus à près de 7 milliards. Le pétrole est partout dans notre vie quotidienne. Pour fabriquer une voiture, 8000 litres sont nécessaires. Pour qu'elle roule, il faut bien sûr remplir son réservoir, mais surtout tracer ses routes et ses ponts avec du bitume. Ces autoroutes sont dessinées avec du pétrole. Le pétrole a aussi permis la construction de nos maisons, de nos immeubles ou de nos villes. Avec lui est arrivé le confort moderne. 16 litres de pétrole sont consommés pour fabriquer un téléphone portable, 300 pour une télé à écran plat et même 600 litres pour un ordinateur. Et grâce à l'automobile, nous avons pu étendre nos banlieues sur des dizaines de kilomètres. Comme ici, à Sun City, où on a imaginé et construit une ville tout entière autour d'un centre commercial et où il est impossible de vivre sans voiture. L'Amérique d'aujourd'hui est née de la puissance de ce pétrole et avec elle, le rêve américain. La voiture en est l'un des emblèmes. Ici, on compte 4 voitures pour 5 habitants, enfants compris. Dans le monde entier comme ici, la voiture c'est le symbole de la liberté et de la réussite. Mais il y a un petit problème. Si tout le monde voulait avoir une voiture comme ici aux États-Unis, on passerait de 800 millions de voitures à 5 milliards. Et les Chinois ont exactement le même rêve. Imaginez que tous les jours, on immatricule 1500 nouvelles voitures à Pékin. Les voitures ont remplacé le vélo et cette capitale est complètement au bord de l'asphyxie. Regardez. Il y a à peine 15 ans, Pékin ressemblait encore à ça. Un paradis du vélo, le symbole de la Chine communiste. Aujourd'hui, voici son nouveau visage. La capitale chinoise est devenue l'empire de l'automobile. 3,5 millions de voitures, 6 périphériques, des autoroutes en plein centre-ville et des centaines de kilomètres de bouchons. Le rêve de la modernité est en train de tourner au cauchemar. Une nouvelle voiture débarque chaque minute dans les rues. La ville arrive à saturation. Nous sommes au centre de Pékin, à Xuanwu. Zhang Wei est né ici et y a passé presque toute sa vie. Mais aujourd'hui, cet homme de 32 ans a bien du mal à reconnaître son ancien quartier. Avant, ici, il y avait ma maison. C'est là où je vivais avec ma famille. En juin 2000, ils ont tout détruit pour élargir la rue et construire une route à 8 voies. C'était une maison traditionnelle pékinoise. Il y en avait d'autres, identiques de chaque côté. Je ne comprends toujours pas pourquoi on a détruit un si bel endroit. Zhang Wei est l'une des victimes du boom automobile. Sa famille a reçu 40 000 € du gouvernement. Une somme insuffisante pour acheter un appartement en centre-ville.
Alors aujourd'hui, Zhang Wei habite en banlieue à 1h30 d'ici. Pour se déplacer, ironie du sort, il a dû lui aussi acheter une voiture. Chaque week-end, des centaines de Pékinois franchissent le pas. Au sud de la ville, la voiture a son temple. 200 000 mètres carrés dédiés à la nouvelle passion des Chinois. La croissance économique de la Chine a dopé le pouvoir d'achat. Avoir une voiture est désormais une priorité. La mode est aux 4x4 et aux grosses cylindrées, les véhicules les plus gourmands en carburant. Et pour s'offrir leurs rêves, certains n'hésitent pas à mettre le prix. Elle coûte combien? 23 000 €. À Pékin, c'est l'équivalent de 4 ans et demi de salaire. Mais des voitures aujourd'hui, on en trouve à tous les prix. Monsieur Liu a 40 ans et gagne 350 € par mois. Malgré ses faibles revenus, il achète aujourd'hui sa première voiture, une QQ, la moins chère du marché. Elle ne coûte que 4 000 €. Aujourd'hui, grâce à ce modèle, la plupart des gens peuvent s'acheter une voiture. Ce n'est plus un rêve. Mais pour mes parents, cette voiture, c'est un événement car eux, à leur époque, ils n'avaient même pas de quoi s'acheter un vélo. Je pense que ma fille n'attendra pas mon âge pour avoir une voiture. Aujourd'hui, seuls 2% des Chinois possèdent une voiture. Mais la demande de pétrole explose déjà. Le pays consomme près de 8 millions de barils par jour. Si le nombre de voitures par habitant atteint celui des États-Unis, en 2030, la Chine aura besoin de tout le pétrole produit sur Terre. Comment fera-t-on pour répondre à une telle demande? Quelles seront les conséquences pour le climat? La Chine est déjà le premier pays émetteur de CO2. Pékin, l'une des capitales les plus polluées au monde. La pollution y serait 7 fois plus élevée qu'à Paris. Dans l'un des plus grands hôpitaux de la ville, le docteur He Ping dirige le département des maladies respiratoires depuis 25 ans. Pour elle, l'impact des voitures sur la population est très inquiétant. Avec l'augmentation du nombre de voitures à Pékin, il y a de plus en plus de pollution. Et les patients qui souffrent d'asthme, de bronchite chronique, de toux et d'infections respiratoires sont de plus en plus nombreux chaque année. La pollution des villes due aux voitures mais aussi aux usines et au charbon provoquerait en Chine chaque année la mort de 400 000 personnes. Mais rien ne semble pouvoir arrêter la machine automobile. Une révolution synonyme de progrès. Le mode de vie occidental est devenu un modèle pour les Pékinois. Ils découvrent même les joies du drive-in, une distraction à la mode dans les années 50 aux États-Unis. Un cinéma en plein air où l'on regarde l'écran installé dans sa voiture. Et comble de cette fascination des Chinois pour l'automobile, regardez dans leur voiture un film sur les voitures. L'automobile est devenue une religion qui impose des sacrifices. En tête de liste, les Hutong, les vieux quartiers du centre-ville. Dernier rempart contre l'invasion des voitures. Nous retrouvons Zhang Wei. Depuis la destruction de sa maison, il consacre sa vie à la protection de ces quartiers en sursis. Les Hutong datent du Moyen-Âge. Leurs ruelles étroites n'ont pas été conçues pour les voitures. Pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses ici. Les gens n'ont plus de place pour bouger. Alors, pour régler le problème, le gouvernement les détruit. Aujourd'hui, notre patrimoine culturel est en train de mourir. Des quartiers menacés, il y en a des dizaines dans Pékin. Zhang Wei nous accompagne dans un Hutong en cours de destruction. Le sujet est sensible. Les journalistes ne sont pas les bienvenus. Nous filmons donc discrètement. Quand je suis venu ici, il y a un mois, il y avait encore des maisons. Maintenant, il ne reste presque plus rien. Ils vont tout détruire. La route va arriver jusqu'à l'entrée du quartier. Dans quelques semaines, ce sera sûrement la plus large avenue du monde. Aujourd'hui, Pékin sacrifie une partie de son histoire pour ce qui ne sera peut-être qu'une parenthèse automobile. Que se passera-t-il quand il n'y aura plus de pétrole? Certains Pékinois tentent de trouver des solutions. Wang Yong est un homme d'affaires qui a fait fortune dans la restauration. Pour résoudre l'équation infernale des voitures, ce défenseur de l'environnement a décidé de s'inspirer de son enfance.
Quand j'étais adolescent, on passait notre vie sur les vélos. Tous les jours, on allait à l'école, au travail, on faisait tout en vélo. Mon rêve, c'est qu'un jour, Pékin redevienne la ville des vélos. Pour cela, Wang Yong investit 3 millions d'euros et crée en 2005 une entreprise de location de vélos. 2 ans avant la France, il invente le système des Vélib. Il applique des tarifs très bas pour encourager la population à abandonner la voiture. Aujourd'hui à Pékin, il est à la tête d'une centaine de stations comme celle-ci. L'année dernière, il a eu 1 million de clients. Malgré son succès, Wang Yong ne gagne pas d'argent avec cette activité. Et s'il continue, c'est uniquement par conviction. Si nous continuons à acheter des voitures, on va avoir des problèmes, comme c'est le cas en Occident. Nous devrions prendre exemple et ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous sommes tous responsables de notre environnement. Nous devons le protéger et sauver notre planète. Nous ne pourrons pas empêcher l'Inde ou la Chine d'accéder à notre style de vie. Nous sommes le modèle du monde. Mais nous savons tous qu'il n'y aura pas de pétrole pour tout le monde. Alors comment allons-nous faire? Je suis allé à Paris poser la question à Christophe de Margerie, le patron de Total, l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde. Christophe de Margerie, les réserves de pétrole, on en est où? On en est à peu près à la moitié aujourd'hui de ce que l'on appelle les réserves connues, facilement maîtrisables. Ça représente un peu plus de 2000 milliards de barils. On en a consommé 1000 milliards, donc à peu près la moitié. Dans 10 ans, dans 20 ans, on va forcément consommer beaucoup plus de pétrole. Tout le monde veut vivre comme nous. Qu'est-ce qui va se passer quand il va manquer? Parce qu'il va forcément manquer. Il va manquer très vite. C'est pas dans 30 ans qu'il va manquer. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver de nouvelles énergies. Moi, je ne suis pas inquiet pour notre planète. Il y aura toujours de l'énergie. Vous imaginez ce que c'est qu'un litre de pétrole? C'est quand on dit que ça correspond à 100 personnes qui travaillent pendant 24 heures. Rien ne remplace la puissance du pétrole. D'abord, on peut garder le pétrole, je dis justement pour le transport, et là je peux vous assurer qu'il y en a pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Mais quel prix? Vous savez, quand j'ai eu ma première voiture, en 1974, en pleine crise d'ailleurs du pétrole, à l'époque, l'essence nous revenait à beaucoup plus cher que ce qu'elle représente aujourd'hui. Et pourtant, on roulait. On acceptait de payer plus cher. Ben, je pense qu'il va falloir accepter de payer l'énergie plus chère. Tant pis, il n'y aura pas assez de pétrole, on va trouver d'autres choses. Mais avant qu'il y ait de pétrole, les gens arrivaient à vivre quand même. Mais est-ce que c'est pas un peu utopique de regarder vers le ciel et de dire on va trouver des solutions? Mais aujourd'hui, on ne les a pas, ces solutions. Si on regarde vers le ciel, je suis sûr qu'effectivement, on va avoir des ennuis. Les scientifiques, quand on regarde le ciel un peu, les scientifiques vont nous sauver, c'est la réponse qu'on a tout le temps. Quand on fait de la recherche aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, nous? La plus grosse partie de notre recherche, elle est sur effectivement les énergies nouvelles. Elle est par exemple sur le solaire. Sur le solaire, je pense qu'on en est encore au balbutiement. Alors ça ne va pas remplacer le pétrole. Il ne va pas y avoir un avion solaire, enfin je ne pense pas. Par contre, on pourra donc à chaque fois garder le pétrole pour le transport et utiliser le solaire pour autre chose. Donc moi je suis beaucoup plus probablement, j'allais dire, optimiste que vous, c'est-à-dire oui, le pétrole va devenir pas suffisant pour satisfaire tout le monde, il va falloir trouver d'autres solutions, mais elles existent. Et surtout, moi je crois beaucoup dans la capacité de l'être humain à trouver des solutions. Mais il faut le faire maintenant, on n'a plus le temps d'attendre. C'est aujourd'hui qu'il faut se préoccuper de ce qu'il va manquer demain matin. Et demain matin, c'est pas dans 30 ans. C'est un peu amoureux de l'aventure du pétrole. Je pense vraiment que l'énergie, et enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, c'est la vie. Et comme aujourd'hui, la plus belle source d'énergie, ce sont les hydrocarbures. C'est l'homme, hein. Le bras de l'homme d'abord, peut-être, non? Ben oui, ça vient pas chercher. Moi, j'ai toujours aimé cette expression en disant, mais bon, le pétrole, etc., il est là à la pompe. Je dis, mais attendez, est-ce que vous savez d'où il vient? Est-ce que vous avez vu où on va le chercher? Comment on va le chercher? C'est vrai que ce sont des aventures extraordinaires qui sont le fruit de l'intelligence humaine. Une aventure qui commence au milieu du 19e siècle. Aux États-Unis, en Azerbaïdjan et même en France. Les techniques sont rudimentaires, mais l'or noir coule à flot. À cette époque, ces hommes ne réalisent pas à quel point leur découverte va changer le monde.
Partout, on perce la terre à la recherche de cette précieuse énergie. Jusque dans le désert. Et c'est au Moyen-Orient que l'on va faire les plus importantes découvertes. Cette région détient à elle seule les 2/3 des réserves. Derrière ces dunes, Ghawar, le plus grand gisement de la planète. Aujourd'hui, dans le monde, on produit au total 4 milliards de tonnes de pétrole par an. Mais pour combien de temps encore? Les plus gros gisements ont déjà tous été découverts. Alors, grâce à des technologies de pointe, les compagnies pétrolières vont de plus en plus loin, de plus en plus profond, souvent au mépris de l'environnement. Certains rêvent déjà de profiter de la fonte des glaces pour forer sous la banquise. Notre demande de pétrole n'a jamais été aussi grande, mais les réserves s'épuisent. La moitié des pays producteurs voient leur production décliner de jour en jour. Des champs pétroliers entiers sont fermés. Après avoir été vidés de leurs richesses, ces terres souillées sont tout simplement abandonnées. Ces images devraient nous préparer à l'idée que nous sommes en train de changer d'époque. Comme ces vieilles enseignes des casinos qui ont fait la renommée de Las Vegas stockées ici dans cette casse. C'est là que m'a donné rendez-vous le célèbre designer Philippe Starck. Dans son travail, cet artiste a conscience qu'il utilise énormément de pétrole. Et en particulier, l'un de ses principaux dérivés, qu'il adore, c'est le plastique. Pour me parler du pétrole, tu as voulu venir ici, dans cette ambiance de fin du monde. Bah oui, parce qu'il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que la fin du pétrole, c'est la fin d'une ère, d'une société, peut-être même d'une civilisation, et ici on l'a. Ici il y a des gens qui ont cru au rêve américain, avec des fluos, de l'électricité dans tous les bouts comme ça, et on voit que tout ça finalement est écroulé dans une poubelle, et voilà, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un rêve, qui n'était pas d'ailleurs très brillant, mais comme le nôtre avec le pétrole, il n'était pas non plus très brillant, il n'était pas follement ambitieux par rapport à la beauté de la matière de base, la richesse de la matière, parce que finalement on aura consommé presque tout notre pétrole simplement pour brûler. On l'aura brûlé pour foutre dans nos bagnoles, ce qui est quand même complètement idiot, dans la mesure où il y avait tellement d'autres choses magnifiques à faire, dont le plastique. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien de milliers de différents plastiques il y a, avec des compétences. C'est un matériau noble, c'est un truc qui est formidable. On peut tout faire, de la médecine, des chaises, des avions, des trucs comme ça. On peut tout faire. Quand ça va disparaître, qu'est-ce qui va se passer? On va voir une sorte d'écroulement comme ça, qui va donner une sorte de retour, alors je dis n'importe quoi pour donner une image, une sorte de Moyen-Âge où on va avoir des riches qui vont avoir accès à ce plastique qu'ils méprisaient, qu'ils ne trouvaient pas noble, c'est ça l'incroyable, quand en fait il était extraordinairement noble, et des gens qui en dessous ne vont plus rien avoir. Ça sera un produit très rare de toute façon. Moi, je ne sais pas, je suis pas du tout, j'ai aucun pouvoir, mais moi je pense qu'il faudrait déjà faire une sorte de moratoire, une réserve, en disant, bon, ok, on en a encore pour X, on ne sait pas, 10, 20, 30 ans, 50 ans, mais il faut immédiatement faire une réserve pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir au moins sur le siècle qui vient du plastique. Après, il y a des gens qui vont nous dire, eh bien, il y a les bioplastiques, comme les biocarburants. Alors là, il faut être très ferme là-dessus. Il faut considérer ça comme un crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que vers 2020 vont commencer les grandes famines. Et nous, on va dès maintenant commencer à faire des terres comme ça pour produire des X choses, tout ça pour continuer à brûler dans nos bagnoles. Mais ça s'appelle un crime contre l'humanité, c'est-à-dire qu'on est en train de programmer la mort de gens par la faim. On sait bien que le pétrole va disparaître, mais on n'a aucune vision là-dessus. Aujourd'hui, si on ne bouge pas, c'est que simplement le problème est trop grand. C'est comme la notion d'infini, on n'a pas le cerveau assez grand pour comprendre ça. Aujourd'hui, on ne comprend pas l'effet de la fin du pétrole. Et on le payera cher. Ce déclin, les Américains le vivent déjà. Avec 11 000 puits, Midway Sunset est l'un des plus grands réservoirs de pétrole du pays. Depuis sa découverte il y a plus d'un siècle, cet immense champ a produit jusqu'à un quart du pétrole américain. Et la production baisse de jour en jour. De premier pays producteur de pétrole dans les années 70, les États-Unis sont passés aujourd'hui au 3e rang.
Entre-temps, le sous-sol américain a été totalement prospecté, sans aucune nouvelle découverte de gisement. Résultat, les États-Unis, qui représentent à peine 5% de la population mondiale, consomment un quart du pétrole du monde. L'Amérique doit importer plus de la moitié de sa consommation. Ingénieur chimiste, Frances Arnold fait partie des scientifiques qui pensent déjà à l'après-pétrole. Pour elle, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va trouver des nouveaux gros gisements. Vous y croyez ou pas? Je pense que c'est peu probable, car les géologues ont parcouru la planète entière pendant des décennies. Il y a donc peu de chances qu'on trouve de nouveaux gisements, même au plus profond des océans. Et s'il y en avait, ça coûterait beaucoup trop cher de l'extraire. Donc non, je ne pense pas que nous allons trouver de nouvelles grandes réserves qui n'ont pas déjà été découvertes. Le pétrole est si précieux qu'on devrait l'économiser beaucoup plus que maintenant. Et on doit apprendre à en consommer moins. Combien de moins? Peut-être jusqu'à 80%. Oui, 80% de moins. 80% de moins de pétrole. Une grande transition, hein? Ouais. Vous êtes prête à ça? Non, je ne suis pas prête. Non. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Je leur dis d'en profiter tant qu'il y en a, parce que ça ne durera pas. C'est une ressource précieuse qu'on n'économise pas. Plus le pétrole est cher, plus on l'extrait. Nous viderons les réserves jusqu'à la dernière goutte. On n'est pas assez intelligent pour le conserver. Vous ne pensez pas que ce manque de pétrole va créer des conflits mondiaux? Eh bien, c'est déjà le cas. Il existe aujourd'hui plusieurs guerres à travers le monde liées au pétrole. Est-ce qu'il y en aura encore plus? Je pense que les hommes se battront de plus en plus pour s'emparer des dernières réserves de pétrole. Le rythme de ces pompes me fait penser au battement d'un cœur. C'est le cœur de notre civilisation qui bat ici, le pouls d'une économie assoiffée de pétrole et de croissance. L'or noir est devenu l'enjeu majeur du XXIe siècle. L'Amérique est accro au pétrole et il se trouve dans les régions instables du monde. Koweït, Irak, Nigeria, Soudan, Angola, Mozambique, Tchétchénie, des pays riches en pétrole. Tous ont connu ou connaissent la guerre. Peut-on croire à une simple coïncidence? Derrière les causes politiques et ethniques, le pétrole joue un rôle majeur dans la plupart des conflits de notre époque. Beaucoup accusent même les États-Unis d'avoir envahi l'Irak uniquement pour mettre la main sur ses ressources pétrolières. Pour les pays victimes des conflits, l'or noir est devenu une malédiction. La population profite d'ailleurs rarement de la manne pétrolière. La moitié des hommes qui vivent avec moins d'$1 par jour habitent dans des pays riches en pétrole. L'or noir rend fou. Pour quelques barils de plus, nous sommes déjà prêts à tout. Alors que se passera-t-il lorsqu'il commencera réellement à manquer? Mais avons-nous vraiment besoin d'autant d'énergie? Nous sommes à Las Vegas, le temple du jeu et de la démesure. C'est la première destination touristique des États-Unis. Les casinos rapportent 6 milliards de dollars par an. La règle ici, c'est d'en mettre plein les yeux. Regardez ces lumières, ces enseignes, ces voitures. Ici, on gaspille le pétrole encore plus qu'ailleurs. Cette ville est un véritable gouffre énergétique. Depuis 10 ans, un homme se bat contre cette surconsommation d'énergie. C'est Josh Tickel. Je l'accompagne sur le Strip, l'artère principale de Las Vegas, à la rencontre des Américains. Est-ce que la fin du pétrole vous inquiète? Oui, sur le principe, bien sûr. Oui, mais là tout de suite, est-ce que ça vous inquiète? Là, tout de suite, non. Mais à un moment donné, il n'y en aura plus, ça c'est sûr. Et quand ça arrivera, là, on sera mal barré. Personnellement, non. Je continue à faire le plein à la station-service.
Que le litre coûte $2, $4, peu importe. Je pense que nous allons trouver des sources d'énergie plus efficaces. Ah oui, lesquelles? Alors ça, j'en ai pas la moindre idée. Pour vous, il n'y a pas d'urgence, pas de crise, rien. Pas de crise. Et le réchauffement climatique? J'y crois pas. Bien. Est-ce que la fin du pétrole vous inquiète? Si ça m'inquiète? Non, pas vraiment. Et le réchauffement climatique, vous vous sentez concerné? Non. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui y croient? Les gens ont vraiment peur, vous savez? Je pense que ce sont des idiots. Voyons, ils ont rien d'autre à faire. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Qui êtes-vous? Je suis Josh Tickel et voici Yann. Nous faisons ça pour la télévision française. C'est une émission sur le pétrole. Oh. Est-ce que les Français se sentent concernés? C'est un problème mondial, ça vous concerne, ça nous concerne. C'est vrai. C'est notre problème à tous. C'est vrai, nous le sommes tous. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est dingue, ils n'y pensent pas, ils s'en foutent complètement. Ils pensent que tout ça va durer éternellement, qu'il y aura des océans de pétrole sans fond dans lesquels ils pourront nager. On dirait même qu'ils se goinfrent de pétrole. Ce mode de vie n'est pas durable. Alors pour changer les mentalités, Josh Tickel va montrer l'exemple aux Américains. Sa croisade commence en 1998. Il parcourt le pays à bord du Vegivan, en français, le bus végétarien. Je voudrais un soda et toute votre vieille huile de friture, s'il vous plaît. Comme carburant pour parcourir les 40 000 km de cet incroyable voyage, Josh utilise de l'huile de friture usagée. Une idée géniale. Aux États-Unis, les fast-foods jettent chaque année 14 milliards de litres d'huile. Son initiative originale interpelle les Américains. Josh convertit des centaines de gens. Des voitures, des camions, des bus, des bateaux abandonnent le diesel. Même la US Navy, la marine américaine, s'y met. Des stations de biocarburant et de recyclage d'huile végétale apparaissent. Pendant des mois, Josh multiplie les conférences, les interviews et sort même un film au cinéma. Raconte-moi l'histoire de ce bus. Ce bus, c'est une version améliorée de mon Vegivan. Mon idée, c'est de transformer la théorie en pratique, que les gens puissent toucher ce bus, comprendre qu'il y ait une interactivité. Qu'on voit ici, c'est le paradis pour beaucoup de gens. Tout le monde a envie de vivre comme ça. Oui, bien sûr. Nous sommes à Las Vegas. C'est une ville qui a été conçue avec un pétrole pas cher. Ici, on est au milieu du désert. C'est absurde d'avoir construit une ville ici. Il n'y a aucune ressource. Pas d'eau, pas de nourriture, aucune vie. Chaque foyer ici a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Et dans chacune de ces maisons, on laisse tourner la climatisation 24 heures sur 24. Et ça, sans se poser de questions sur les conséquences. Continuez à consommer, tout va bien, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour votre âme. Aujourd'hui, ce bus est devenu un outil pédagogique destiné principalement aux écoles. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ok. Allez les enfants, montez, montez. Bienvenue à bord du bus vert. Combien d'entre vous savent que bientôt il n'y aura plus de pétrole? Ils le savent tous, hein. Oui, Cindy? Parce que l'essence devient de plus en plus chère. Genre beaucoup plus chère. Oui, ça devient plus cher. Quoi d'autre? Oh, on est en guerre contre l'Irak pour qu'ils nous en donnent, parce qu'on en a bientôt plus. Tu en sais pas mal. Parmi toutes les choses que vous avez apprises à l'école, est-ce que vos enseignants vous parlent de la fin du pétrole? Non. Et vos parents, ils vous en parlent? Non, enfin... Oui, ça arrive. Oui, parfois, oui. Vous parlez à combien d'enfants par an? Entre 10 000 et 20 000 par an. 20 000? Oui, par an. Vous croyez en quelque chose, hein? Vous croyez en ces enfants? Je crois en tout ça quand je travaille avec des enfants. Quand je parle avec des adultes, ils sont résignés. Ils doutent. Tout a l'air sombre. Il n'y a jamais d'espoir, de lumière. Avec les adultes, on ne voit que le côté négatif. Mais avec les enfants, c'est différent. On le voit tout de suite dans leurs yeux. Dès qu'ils parlent, tout devient possible. Et tu ne peux pas regarder les enfants en face et leur dire que l'avenir ne sera pas meilleur. C'est juste impossible. On doit leur offrir un meilleur avenir. Et c'est ça qui me motive.
Dans cette ville de tous les excès, Josh Tickel a réussi à convaincre la municipalité de Las Vegas de faire rouler les 1500 bus scolaires à l'huile usagée. C'est un début. Changer les habitudes prendra du temps. Et l'huile des fast-foods ne va pas résoudre à elle seule le problème du pétrole. Il faudra trouver d'autres alternatives. Et surtout commencer à renoncer au confort du pétrole. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie personnelle? Personnellement, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait un plein d'essence. Chez moi, dans ma maison, tout est calculé. L'électricité que nous utilisons, la nourriture que nous consommons, tous nos déchets. Mais je ne suis pas parfait, j'utilise encore trop d'énergie. Je continue à prendre l'avion. Comme tout le monde? Oui, exactement, mais il faut aussi être réaliste. Nous vivons à l'intérieur d'une machine à pétrole. Je suis accro, comme tout le monde. Mais en avoir conscience, c'est une force. Utiliser 30% d'énergie en moins, c'est une force. Ne jamais faire le plein à la station essence et donc ne pas donner son argent aux multinationales du pétrole, c'est le pouvoir. On n'a pas des ressources infinies. On n'a qu'une planète. L'Amérique n'a que 2 semaines de stock de pétrole devant elle. 2 semaines. Pour toute une nation, 300 millions d'habitants, la première puissance économique mondiale peut s'effondrer en 2 semaines. Quelles sont les solutions? Nous n'avons pas besoin de tout ça, mais nous l'avons construit. Alors maintenant, nous devons trouver un moyen de passer d'un monde de pétrole à un monde sans pétrole. J'ai vu des personnes passer de l'essence au biocarburant. Et au départ, c'était juste une personne. Et puis il y en a eu 2, puis 10, puis 100. Et après, on décide d'ouvrir une station à biocarburant. Et ça devient un commerce local. Les gens se mettent à recycler. Et ça crée des emplois. Les gens réfléchissent et se disent « Tiens, si on mettait des panneaux solaires, pourquoi on ne recycle pas ce déchet? Qu'est-ce qu'on peut faire de nos huiles usagées? Si on en faisait du carburant, tout le monde peut changer les choses. J'ai le choix, tu as le choix. Et vous aussi, vous avez le choix. Tout le monde peut changer son mode de vie. C'est impératif. Nous devons secouer les gens et leur dire « Réveillez-vous ». Est-ce que vous pensez que vous avez tort? Est-ce que je pourrais avoir tort? Absolument. Est-ce que j'ai déjà eu tort? Oui, plusieurs fois. Mais s'il faut croire en quelque chose, pourquoi ne pas croire en un avenir paisible? En un monde où on partagerait nos ressources, où tout le monde saurait vivre en tant qu'être humain. Vous savez, nous les écologistes, on a déjà perdu la plupart des batailles qu'on a livrées. Mais si je ne me lève pas chaque matin pour mener ce combat, alors à quoi bon vivre? Certains penseront que c'est un illuminé. Pour moi, Josh est un exemple. Un homme en avance sur son temps et bien seul dans cette bataille contre notre soif de pétrole. Grâce à notre mode de vie, l'industrie pétrolière est devenue l'activité la plus rentable et la plus puissante de la planète. Cinq des 10 plus importantes entreprises au monde sont des compagnies pétrolières. Et rien ne semble pouvoir les arrêter. Comme au Canada, où à cause de notre demande de pétrole toujours plus grande, un véritable désastre écologique est en train de se produire. La forêt boréale canadienne, la plus ancienne au monde, l'aboutissement d'une lente évolution de 10 000 ans, et l'une des plus précieuses et fragiles. À ces latitudes, les arbres ne poussent que d'à peine quelques mètres par siècle. Mais sous cette forêt et ces tourbières se cache un autre trésor, du sable gorgé de pétrole. Un accident géologique a donné naissance ici à la 2e plus grande réserve au monde. Pour arracher à la terre ce sable bitumineux, des pelleteuses, des camions et des grues se relaient jour et nuit. Résultat, 32 000 km² de forêt ont déjà été détruits, l'équivalent de la surface de la Belgique. Et l'impact de ces mines à ciel ouvert ne s'arrête pas là. Pour séparer le sable du pétrole et produire un seul baril, il faut charrier 3 tonnes de sable et y mélanger des milliers de mètres cubes d'eau chauffée par du gaz naturel. Une incroyable quantité d'énergie, l'équivalent d'un baril de pétrole pour en produire 2. Les eaux et les boues rejetées après l'extraction sont chargées d'arsenic et de mercure. Elles sont stockées et stagnent dans ces bassins.
Les concentrations de produits qu'ils contiennent sont si dangereuses que les exploitants ont dû installer des épouvantails. Si les oiseaux se posent ici, ils meurent aussitôt, empoisonnés. Mais les oiseaux ne sont pas les seules victimes. Ces eaux s'échappent des bassins. Elles s'infiltrent dans le sol et finissent par polluer la rivière Athabasca, la principale source d'eau potable pour les habitants de la région. L'industrie des sables bitumineux engendre 5 fois plus de gaz à effet de serre que le pétrole extrait de manière conventionnelle. Le Canada est devenu l'un des principaux pays émetteurs de CO2 et le pétrole d'Alberta, le plus sale de la planète. Seul un cours du pétrole élevé rend cette exploitation aujourd'hui possible et rentable. Mais à quel prix pour une forêt qu'on a détruite à tout jamais ? Et que se passera-t-il lorsque nous aurons prospecté, creusé, foré, exploité les réserves les plus inaccessibles? Partout, des glaces de Sibérie, aux forêts d'Amazonie et jusqu'au plus profond des océans. Monument Valley, au nord de l'Arizona. Dans ce décor de western se cache l'une des alternatives à l'or noir. Le charbon. Avant l'arrivée du pétrole, c'était la principale source d'énergie pour l'homme. Et même si plusieurs pays, dont la France, ont abandonné son exploitation, les centrales à charbon fournissent 40% de l'électricité planétaire. À ce rythme, les réserves de charbon sont estimées à 200 ans, soit 5 fois plus que le pétrole. Alors ça, c'est la mine de Kayenta. C'est une des plus grandes mines à ciel ouvert du monde. Les Américains ont les plus grosses ressources du monde avec les Chinois, car leur centrale électrique marche surtout au charbon. Depuis les années 70, on a exploité ici 2 mines, Kayenta et Black Mesa. Ensemble, ces 2 sites représentaient l'activité minière la plus intensive et la plus rentable des États-Unis. Mais ces terres sont celles des Navajo, la plus grande communauté amérindienne du pays. En échange du droit d'exploiter le sous-sol, ils perçoivent des compagnies minières une part des bénéfices. Cet argent, certains Indiens n'en veulent plus. Après une longue bataille juridique, ils ont réussi, en 2005, à faire fermer Black Mesa. Depuis 30 ans, cette mine épuisait l'eau des nappes phréatiques, une eau très ancienne, pour transporter le charbon dans des pipelines. Je suis allé à la rencontre de ces combattants. Norman, Waila et sa famille. Vivre en harmonie avec la nature est la base de leur religion. Ils acceptent de m'accueillir chez eux et de me parler de leur combat pour la préservation de leurs terres. Cette maison est le symbole de leur résistance face aux géants du charbon américain. Norman, ce qu'il y a en dessous de chez vous, ce charbon vous cause beaucoup de problèmes. Oui, les compagnies veulent creuser sous notre maison. Il y a du charbon à 6 mètres à peine sous la surface. Et on ne veut pas déménager. Cette terre, c'est notre chair, c'est notre sang. Ce n'est pas juste un terrain. Nous appartenons à cette terre. Je suis né ici. J'y ai grandi. Et ici, il y a des sites historiques, préhistoriques, qui ont un lien direct avec notre histoire, bien avant ce pays, avant que les États-Unis n'existent. Les entreprises de charbon ont plus de droits que nous. Oui, et tout le problème est là. Les gens d'ici n'ont pas de droits. Regardez la Constitution américaine. Les États-Unis passent leur temps à critiquer les autres dans le monde. Mais le jour où le gouvernement américain respectera les droits des Indiens, à ce moment-là, oui, nous commencerons à l'écouter. Vous avez fait fermer cette mine parce qu'elle utilisait une eau très ancienne. Ces eaux pures datent de la période glaciaire, du Jurassique. Rien n'a besoin d'être ajouté ou enlevé à cette eau. C'est la meilleure eau minérale que vous pouvez trouver en Amérique du Nord. Et pendant 30 ans, ils en ont pris énormément. 15 millions de litres par jour.
Toute cette eau pour transporter le charbon dans des pipelines de 400 km de long jusqu'au nord du Nevada. Tout ça pour alimenter les centrales qui fournissent de l'électricité à des villes comme Los Angeles, Las Vegas et aussi ici en Arizona. Et ici, il n'y a pas d'électricité. Non, pas d'électricité, pas d'eau courante. Nous n'avons pas de route non plus. Cette mine que vous avez fait fermer, ils vont la rouvrir. Oui, l'administration de George Bush nous a fait un drôle de cadeau avant de partir. Ils ont approuvé la réouverture des mines. Ils vont expulser d'autres familles pour pouvoir continuer l'exploitation. Mais nous avons notre mot à dire également. Nous voulons avoir le droit de refuser si nous ne sommes pas d'accord pour avoir des mines dans nos jardins. Nous voulons juste avoir le droit de dire non. Norman, vous lisez tous les journaux financiers pour savoir ce qui se passe à Wall Street. Pourquoi ? Je n'ai jamais réussi à comprendre l'homme blanc. Alors j'ai fait la même chose que lorsque je regarde les animaux dans la nature. J'observe leurs mouvements, leur mode de vie. Et pour nous, ces hommes blancs sont comme des coyotes, des prédateurs qui nous chassent et qui en veulent à notre mode de vie, à notre culture, à nos ressources naturelles. Il y a une contradiction entre ce que vous avez envie de faire et les gens de votre famille, par exemple, qui sont contre votre combat, parce qu'ils pensent que la mine amène de l'argent, des emplois. Bien sûr que certaines personnes vont continuer à travailler ici, parce que c'est une source de revenus et que c'est le seul travail disponible à des centaines de kilomètres à la ronde. Mais notre but, c'est de promouvoir les emplois verts et de développer d'autres métiers plus durables, en accord avec nos valeurs traditionnelles qui nous enseignent de prendre soin de notre mère la Terre. C'est la seule façon pour que nos enfants aient une vie meilleure ici, sans industrie polluante chez eux. Nous avons envie que nos enfants puissent grandir et vieillir ici. Pour moi, maintenant que je suis une maman, c'est mon combat. Cette terre nous a été donnée par nos grands-parents. C'est notre devoir, notre responsabilité de la préserver. Nous essayons tout simplement de vivre en tant que peuple indigène. Nous voulons juste vivre. Nous ne demandons pas grand-chose, juste qu'on nous laisse tranquilles. Waila est plus que jamais déterminée à se battre. Elle a créé une association et lutte pour chasser définitivement les compagnies de charbon de ces terres. Pour elle, ce n'est pas seulement l'avenir des Navarros qui est en jeu, c'est aussi le nôtre. La consommation de charbon a doublé en 30 ans. Et à cause du pétrole cher, d'autres mines sont en train de rouvrir partout dans le monde. Aujourd'hui, vous avez une vision que nous, on n'a pas. Nous comprenons notre terre. Nous avons conscience que notre monde a rompu l'équilibre de la nature. Certains appellent ça le réchauffement climatique. Mais notre peuple le savait déjà. C'est un problème dont on parle depuis des générations ici. Et c'est seulement maintenant qu'un mouvement écologique se forme. Pourtant, notre peuple en parle depuis si longtemps. Mais personne n'a pris le temps de nous écouter. Nous appartenons à ces terres, nous avons ce lien privilégié avec notre mère la Terre. Ce qu'on dit ici, c'est qu'il faut faire attention à la manière dont nous, les hommes, produisons l'électricité. Et peu importe la façon dont le charbon est exploité, il polluera toujours. Vous avez un très joli nom, Waila. Qu'est-ce que ça veut dire en navarro ? Mon nom signifie l'espoir et la foi. C'est le nom idéal pour vous. Je suppose. À chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds oui. J'ai l'espoir que notre communauté trouve sa voie, qu'on puisse vivre de manière plus durable. Je pense que nous pouvons devenir un exemple pour le reste du monde. Montrer que l'on peut vivre bien avec peu de choses. Nous pouvons utiliser le soleil et le vent pour notre électricité. Nous pouvons faire pousser notre propre nourriture. Nous avons déjà les ressources et la terre pour ça. Certains rêvent déjà de voir le charbon liquide remplacer l'essence. Mais revenir au charbon, après la fin du pétrole, serait aujourd'hui la pire des tentations. Une catastrophe pour le climat.
Le pétrole et surtout le charbon sont constitués de carbone accumulé pendant des millions d'années. En les brûlant aujourd'hui, on libère en quelques années dans l'atmosphère des quantités incalculables de CO2. Les scientifiques sont tous d'accord. Ce phénomène augmente la température de la planète. À cause de l'activité humaine, on pourrait connaître une hausse comprise entre 2 et 6 degrés avant la fin de ce siècle. La Californie, c'est l'État le plus pollué des États-Unis. Mais depuis quelques années, le gouvernement s'est lancé dans une vaste révolution verte et s'est engagé à réduire de 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. À San Francisco, j'ai rendez-vous avec un homme qui est une star aux États-Unis, Al Gore. Ancien vice-président américain aux côtés de Bill Clinton, il délaisse la politique en 2000 pour se consacrer au combat de sa vie, la lutte contre le dérèglement climatique. Il réalise un documentaire, La vérité qui dérange. Le film obtient 2 Oscars et fait le tour du monde. Al, merci d'être avec nous. Vous avez eu le prix Nobel, vous avez ce film formidable vu par des millions de personnes et j'ai vraiment l'impression que pas grand-chose bouge. Si quelque chose ne s'est jamais produit dans le passé, on n'imagine pas que cela arrivera un jour. C'est une règle qui est vraie en général. Mais il y a des exceptions. Et ce sont ces exceptions qui sont dangereuses. Ce que nous vivons n'est jamais arrivé avant. Il n'y a jamais eu 6,7 milliards d'individus sur Terre. Le monde n'a jamais rejeté 70 millions de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère toutes les 24 heures. Le monde n'a jamais connu une telle destruction de son environnement. Donc, le passé n'est pas un guide fiable. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, de mots et très peu d'action? C'est toujours la même chose en politique. Surtout quand vous êtes devant un problème aussi important que le changement climatique ou la fin du pétrole. Je pense qu'on va assister à un dérèglement si rapide que si d'ici 10 ans, nous n'agissons pas, nous allons avoir de gros problèmes. La calotte glaciaire est en train de fondre sous nos yeux. Et si nous ne faisons rien, elle aura complètement disparu dans 10 ans. La montée du niveau de la mer prendra plus de temps. Mais avant la fin du siècle, il y aura des millions de réfugiés climatiques. Et où iront-ils ? La seule alternative, c'est de changer maintenant notre mode de vie, de mettre les gens au travail et de redonner espoir aux générations qui viennent en leur disant qu'elles ont un bel avenir devant elles. Sincèrement, au plus profond de votre cœur, vous êtes optimiste pour les 10 prochaines années? Oui, je suis optimiste. Dans quelques années, les générations futures regarderont en arrière et verront ce que nous avons fait, là où nous aurons réussi ou échoué. Et ils se poseront une de ces 2 questions. Soit ils se demanderont « Mais à quoi pensaient-ils? Pourquoi n'ont-ils pas écouté les scientifiques? N'ont-ils pas vu la glace fondre? Ils n'ont pas vu tous ces changements? Comment ont-ils pu nous faire ça? Ils s'en foutaient de nous? Ils pensaient à quoi? Ou alors ils se poseront une autre question. Et j'aimerais que ce soit celle-là. J'aimerais qu'ils regardent le monde autour d'eux et qu'ils voient tous les progrès, le renouveau, qu'ils regardent en arrière et se demandent comment nous avons eu ce courage de nous lever pour résoudre une crise que tout le monde disait impossible à résoudre. C'est cette question à laquelle il faut commencer à répondre maintenant. Nous consommons chaque jour 82 millions de barils de pétrole. Est-ce que vous pensez que le soleil, que le vent peut le remplacer? Oui, absolument. Les rayons du soleil suffisent à fournir en une seule heure assez d'énergie pour assurer 100% de tous les besoins de la planète pendant 1 an. Les scientifiques et les ingénieurs sont en train de développer des nouvelles techniques, plus modernes, pour capter et transformer directement cette énergie en électricité.
Et un stockage efficace permettra aussi d'éliminer l'incroyable gaspillage énergétique d'aujourd'hui. Vous croyez vraiment, what you call a green job, et vous-même faites des campagnes, vous êtes très investi là-dedans. Je pense que ce changement radical, ce passage du charbon sale et du pétrole importé à l'énergie solaire et éolienne va entraîner la création de centaines de nouveaux métiers. Un boom comme nous ne l'avons jamais vécu dans toute l'histoire de l'économie mondiale. Je crois que c'est vraiment en train d'arriver. Cette révolution est déjà en marche. Regardez, en pleine crise économique, les entreprises en forte croissance sont celles qui sont sur le marché des énergies renouvelables. Face à San Francisco, Richmond. Cette banlieue industrielle est surtout connue pour sa raffinerie, la plus ancienne du pays. C'est l'une des villes les plus polluées de l'ouest des États-Unis. Ici, le nombre de cancers est anormalement élevé. Le taux de chômage et la criminalité atteignent dans ces rues des records. Alors la mairie a décidé d'agir. Cette ville veut devenir le berceau des emplois verts. Les énergies renouvelables, un outil d'insertion et de lutte contre le chômage. Plutôt une bonne idée. Angela Green, la bien nommée, est l'une des figures de ce projet. Dans cet atelier, elle forme des chômeurs et des anciens délinquants au métier de l'énergie solaire. Chaque année, une centaine d'apprentis passent ici. On vous surnomme ici Madame Soleil, mais vous voyez vraiment dans l'avenir, dans le futur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je forme des jeunes de la ville de Richmond à devenir installateurs solaires ou chefs de chantier. Nous avons eu cette idée parce que nous voulons changer notre communauté. Personnellement, je me suis engagée dans cette cause parce que j'ai perdu mon emploi. Le chômage est d'ailleurs un des plus gros problèmes ici à Richmond. Entre 50 et 60% de la population vit avec très peu de revenus ou pas de revenus du tout. Vous savez, quand j'ai fait ma première installation, j'étais sur le toit. Et j'ai pris le panneau solaire, je l'ai tourné vers le soleil. Et là, j'ai senti toute l'énergie de mon corps se renouveler. Et de la cime du toit, j'ai pensé à tous ces jeunes dans la rue et je me suis dit que c'était le moment de leur transmettre ce que j'avais reçu. Et c'est ce que je fais maintenant. Ils apprennent un métier ici. En effet, on les forme au métier du bâtiment, à la construction de maisons écologiques, aux techniques d'économie d'énergie, à l'installation de panneaux solaires, à la gestion d'entreprises. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour changer les choses. Ça, c'est ce que vous appelez ici les green jobs, c'est très important. C'est devenu un mode de vie. Ces jeunes ont la chance de pouvoir mettre un pied dans le secteur avant tout le monde. Les métiers verts, ça me fait penser aux start-up qui se sont développés à toute vitesse au moment du boom d'Internet. Nous avons l'occasion d'être les premiers sur ce marché. Et je vais vous dire, avec tout l'argent qu'on a mis dans la guerre en Irak, on aurait pu probablement mettre des panneaux solaires sur toutes les maisons américaines. Et si on veut le faire, il faut faire pression sur le gouvernement pour qu'il arrête de dépenser là-bas et qu'il le mette dans l'économie verte. Et ça ferait une sacrée différence. C'est ce que nous, on essaye de faire ici. Est-ce que vous savez que près de 2 milliards de gens dans le monde n'ont pas accès à l'électricité? Et sans électricité, pas de développement possible, pas d'éducation. C'est ce qu'a bien compris Robert Freiling, qu'on a surnommé l'homme qui veut éclairer l'Afrique. Regardez. Chaque soir, la planète s'illumine. Mais un continent reste plongé dans le noir. L'Afrique. 2 Africains sur 3 n'ont pas accès à l'électricité. Une pauvreté énergétique qui condamne 600 millions de personnes à vivre dans l'obscurité. Le noir, c'est pas bon. Il faut que ça soit clair. Tu vas voir partout. Mais si c'est noir, tu ne vois pas. Même si c'est tout près ici, tu ne vois pas. Un Américain a décidé de se battre contre cette fatalité. Robert Freiling. Il est à la tête d'une ONG qui vient en aide à ces populations. La première fois que j'ai rencontré des gens qui vivaient sans électricité, c'était en Chine, en 1994. Nous leur avons installé un système solaire très basique. Mais grâce à ça, les familles ont appuyé sur un interrupteur et ont vu de la lumière pour la première fois de leur vie.
C'était un moment très émouvant pour moi, et pour eux bien sûr. Imaginez, ces populations ont vécu pendant des siècles dans l'obscurité. Depuis 15 ans, avec son association, Robert se rend dans les coins les plus reculés de la planète. En Asie, en Amérique latine et surtout en Afrique, il offre de la lumière à ceux qui en sont privés. Sans pétrole ni charbon, mais grâce à des panneaux solaires. Dans le monde, 1 million de personnes profitent déjà des installations de Robert Freiling. L'énergie solaire est partout. Le soleil brille, quel que soit l'endroit où on se trouve. En Afrique, c'est la solution idéale, la plus durable et la moins chère à long terme. C'est aussi ce qu'il y a de mieux pour l'environnement. Si l'Afrique choisissait le pétrole pour se développer dans les 20 prochaines années, cela aurait des conséquences désastreuses sur la planète. Donc il faut proposer autre chose à l'Afrique. Nous sommes à Dunkassa, au nord du Bénin. Dans le pays, 90% de la population n'a pas accès à l'électricité. Ici, Robert est accueilli en héros. Ses panneaux solaires ont sauvé ce village de la famine. 6 mois par an, pendant la saison sèche, les terres agricoles étaient si arides que rien ne poussait. Aujourd'hui, l'énergie du soleil permet d'alimenter une pompe électrique qui puise l'eau de la rivière et irrigue les champs. La première fois que je suis venu ici, il y a 2 ans, les récoltes étaient très maigres et ces femmes arrosaient les cultures avec des petits arrosoirs. Elles passaient leur temps à faire des allers-retours à la rivière. Ce qu'elles pouvaient faire était très limité. Grâce à l'irrigation, la production a été multipliée par 10. Les cultures sont plus variées et aujourd'hui on fait pousser ici du maïs, des tomates ou encore de la salade. Le jardin m'a sauvé. Je suis toujours au jardin. On dit comment le soleil peut faire ça? On ne savait pas. On vend et on mange. Et nous mangeons beaucoup ici. Ces femmes peuvent maintenant nourrir leur famille toute l'année. Mais surtout, gagner de l'argent et sortir de la pauvreté en vendant leurs récoltes sur les marchés. Grâce à l'énergie solaire, un commerce est né. Un premier pas vers le développement. Mais Robert rêve d'aller plus loin. Dans l'école de Dunkassa, les élèves étudient encore sans électricité. Le lever et le coucher du soleil rythment les heures de cours et les devoirs. L'absence d'énergie a un impact direct sur l'éducation de ses enfants. Pour Robert, cette école est donc devenue une priorité. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci, merci. Vous connaissez le monsieur? Non. Ah, il s'appelle Monsieur Bord, Robert Bord. Vous savez qu'est-ce que c'est l'énergie solaire? Non. Ok, je vous explique. Les rayons du soleil arrivent au panneau solaire. Et le panneau solaire transforme les rayons du soleil en électricité, comme par magie. C'est une chose merveilleuse. Nous allons installer un système solaire ici à l'école. On l'attend impatiemment en ce moment. Je vais vous aider à ce que ça soit vite réalisé. Il n'y a pas d'électricité, comment voulez-vous qu'on vienne installer l'ordinateur? C'est ça, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a tout se passe par rapport à l'ordinateur. En Afrique du Sud, l'association a déjà équipé plusieurs écoles. Les panneaux solaires ont permis à une centaine d'enfants d'avoir accès à Internet. Une source d'informations précieuse et un lien avec le monde extérieur. Cet atout a permis ici de multiplier par 2 le pourcentage de réussite aux examens. Dans les programmes humanitaires, l'énergie n'est pas une priorité. Pourtant, c'est un besoin vital. Dans le dispensaire de Dunkassa, on soigne des patients atteints du sida, de la typhoïde ou de malnutrition. Mais sans électricité, les médecins sont souvent impuissants. Nous, on a besoin des lits, on a besoin de l'eau, mais la première des choses, c'est l'énergie, là. C'est ça. Si tu fais les soins dans la nuit, le malade là, tu n'arrives pas à le voir face à face comme ça. Il peut souffrir, mais tu ne peux pas tout voir, quoi. Sans énergie, impossible de brancher du matériel médical,
de conserver des vaccins au frais, d'opérer ou d'accoucher la nuit. Robert tente aujourd'hui de récolter des fonds auprès des gouvernements et des entreprises pour équiper rapidement ce dispensaire. Il veut faire de ce village un modèle de développement. Il entame actuellement l'étape la plus symbolique, faire entrer la lumière dans les maisons. Bien ici, c'est très important que le panneau solaire soit toujours face au soleil. Au soleil. Oui. Et il faut connecter ici. Oui. Et voilà, comme ça. La nuit, on peut lire, les enfants peuvent étudier. C'est beaucoup mieux que le kérosène et les torches, comme ça. Robert rêve aujourd'hui d'éclairer le Bénin tout entier à la seule force du soleil. Grâce à lui, l'Afrique pourrait sauter une étape. Accéder à l'énergie sans passer par le pétrole. Une chance pour ce continent d'échapper à l'impasse énergétique vers laquelle nous nous dirigeons. Symbole du gaspillage et de la surconsommation, la Californie surfe désormais sur la vague verte. Le marché des énergies renouvelables explose. De plus en plus d'entreprises misent sur le green business, l'économie verte. 97% des transports sont tributaires du pétrole. Aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs est de trouver une alternative à l'essence. Les biocarburants issus du maïs, du colza ou encore du soja ont très mauvaise réputation. Un plein d'essence nécessite 200 kg de maïs, soit suffisamment pour nourrir une personne pendant un an. Ces biocarburants mettent donc en compétition 800 millions d'automobilistes avec le milliard de personnes qui souffrent de la faim. L'homme que je vais rencontrer maintenant pense avoir trouvé la solution. Ce chercheur a mis au point un pétrole vert plus durable qui ne fait pas concurrence à notre nourriture. Il travaille depuis 20 ans sur ce projet fou. Son idée, Harrison Dillon l'a trouvée dans la mer. Faire du carburant à partir de microalgues. Harrison, pourquoi vous faites ce travail? Depuis que je suis tout petit, je rêve de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. J'ai envie d'inventer quelque chose de totalement nouveau. Et gamin, déjà, je faisais pousser toutes sortes de choses dans le jardin. Des algues déjà? Des plantes, des tas de plantes. Mais maintenant, je fais pousser des algues et ça me plaît beaucoup. C'est tellement motivant de se lever tous les matins pour créer de l'énergie renouvelable. Quelle est votre algue favorite? L'espèce que je préfère, je peux pas vous le dire. C'est un secret de fabrication. C'est vraiment un secret? Oui, vraiment. Mais je peux inventer un nom si vous voulez. Il y a beaucoup d'argent en cours? Absolument, ça nous a pris beaucoup de temps et d'argent d'en arriver là où nous en sommes. Donc l'algue que nous utilisons doit rester confidentielle. Vous ne pouvez pas me donner le nom, mais au moins on peut aller dans votre laboratoire et voir ce que vous faites, et voir les algues. Absolument. Bien sûr, je serais ravi de vous montrer les algues et de vous expliquer comment on fait. Dans ce laboratoire au cœur de la Silicon Valley, une soixantaine de personnes travaillent dans le plus grand secret. Harrison prétend avoir besoin d'1,5 kg d'algues pour fabriquer 1 litre de pétrole. Ces algues produiraient même 30 fois plus d'huile que le colza. Les algues, c'est extraordinaire, ça nous donne 70% de l'oxygène qu'on respire, et c'est la première vie sur la Terre, et c'est ça qui a fait le pétrole. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu comme un alchimiste, un apprenti sorcier, vous allez faire en quelques jours ce que la nature fait en des millions d'années. Je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais c'est vrai, c'est réel. On peut prendre des algues et les cultiver pour convertir n'importe quel type de biomasse en pétrole brut. On peut transformer ce liquide en ce que l'on veut. En huile végétale, en savon, en biodiesel. Par exemple, voici du diesel qui est chimiquement identique à ce qui sort de la pompe à essence. Donc nous pouvons transformer cette huile en toutes sortes de dérivés. Quel est votre prix de revient aujourd'hui pour 1 litre? Actuellement, nous ne sommes pas loin d'atteindre le prix qui nous permettrait de commercialiser ce produit, mais il faudra sûrement attendre entre 2 ou 3 ans. Pourquoi des algues?
Nous avons passé en revue tout ce qui produit de l'huile dans le monde. Et nous avons réalisé que l'algue était l'organisme qui produisait le plus d'huile sur Terre. Ces algues produisent de l'huile plus vite que n'importe quoi d'autre. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi les algues. Aujourd'hui, il y a une grosse compétition entre le maïs qu'on produit pour se nourrir et le maïs qu'on va produire pour faire du pétrole. C'est ce qui est incroyable avec cette technologie, c'est qu'elle n'entre pas en concurrence avec notre nourriture. Nous nourrissons les algues avec des produits non comestibles pour l'homme ou les animaux, comme des mauvaises herbes, de la sciure de bois ou encore des matières à base de cellulose. Nous avons mis au point un processus qui permet aux algues de convertir ces matériaux en pétrole brut, et ce pétrole brut peut être transformé en essence. Est-ce que votre technologie n'a pas un impact sur le climat? Tout le carbone qui se trouve dans notre carburant provient du dioxyde de carbone de l'air. Il s'est fixé sur les plantes avec lesquelles on nourrit nos algues, elles-mêmes transformées en pétrole. Donc c'est un cercle vertueux, notre technologie ne renvoie pas de CO2 supplémentaire dans l'atmosphère. Si demain il y a une très grande crise de pétrole, vous êtes prêt à fabriquer votre pétrole très rapidement? Nous pouvons lancer la production aussi vite que nous le souhaitons car les usines existent déjà. Et si demain une grave crise entraîne l'explosion du prix du brut, ça ne fera qu'accélérer l'arrivée sur le marché de notre pétrole qui concurrencera sérieusement les énergies fossiles. Ces algues pourront-elles vraiment remplacer le pétrole? Difficile d'y croire. Le milliardaire américain Bill Gates vient pourtant d'investir 100 millions de dollars et de grandes compagnies pétrolières se lancent aussi dans cette aventure. Passer de l'or noir à l'or vert sera le défi de notre siècle. Il faut explorer toutes les voies possibles, comme par exemple l'énergie du soleil. SolarOne, un mirage en plein désert du Nevada. La 3e plus grande centrale solaire du monde. 1,5 million de mètres carrés de miroirs qui suivent la course du soleil. Ces rayons sont concentrés pour chauffer une huile qui fait bouillir de l'eau. Transformée en vapeur, cette eau fait tourner les turbines d'une centrale électrique. Au cœur de ce monstre de technologie, je retrouve Richard Enberg. Pour ce journaliste, spécialiste du pétrole, mondialement reconnu, notre vie va changer. Quelle est la solution? La solution, en fin de compte, ce sera forcément d'utiliser moins d'énergie. Ici, nous sommes devant cette merveille technologique. Mais qui produit suffisamment d'énergie pour alimenter, quoi, 15 000 foyers sur 100 millions au total aux États-Unis. Ce qui veut dire que ce gigantesque et incroyable miracle ne produit qu'un tout petit pourcentage d'énergie face à une énorme demande. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de gens, que toutes ces énergies alternatives vont remplacer le pétrole? Non. Notre problème est d'abord un problème d'échelle. L'énergie solaire, l'éolien, la géothermie et toutes les autres énergies renouvelables ne produisent pas suffisamment d'énergie. Pour l'instant, ces ressources ne représentent qu'1% de l'énergie mondiale. Et si nous voulons utiliser directement l'énergie du soleil, il faudra d'abord la concentrer. Nous devrons alors mettre au point une technologie très compliquée pour qu'elle soit exploitable, pour la transformer en électricité. Mais même ça ne pourra pas remplacer le pétrole. On pourra faire fonctionner nos voitures avec, mais pas nos avions, ni nos bateaux ou nos camions. Ça ne remplacera pas le pétrole. On ne se prépare pas du tout à ce manque de pétrole. Et pour vous, les conséquences peuvent être terribles. Si nous ne voulons pas que des millions de personnes meurent de faim, si nous ne voulons pas provoquer une crise alimentaire mondiale, c'est maintenant que nous devons réfléchir. Par exemple, à la façon de produire notre nourriture sans utiliser toutes ces énergies fossiles. Comment produire cette nourriture sans utiliser tout ce pétrole? En moyenne, il faut 7 à 10 calories d'énergie fossile pour produire 1 calorie de nourriture. Ce n'est pas un système d'alimentation viable. Un supermarché a sur ses étagères de la nourriture qui n'est plus comestible après 3 jours. Alors, des camions approvisionnent tous ces magasins avec des produits qui se trouvent à des milliers de kilomètres de là. Et si ces camions ne peuvent plus rouler, où allons-nous trouver notre nourriture?
Nous ne pouvons pas attendre que le système s'effondre pour commencer à réagir. Nous devons commencer à nous poser ces questions maintenant. Comment nous convaincre qu'on doit changer maintenant, qu'il ne faut pas attendre la fin de ce pétrole bon marché? Comment sera ma vie si ce pétrole est 2 voire 3 fois plus cher? Comment sera ma vie si la société est au bord de la crise, du chaos, parce que l'économie se sera effondrée? En posant ces questions, nous ne sommes pas pessimistes, mais réalistes. Parce que nous sommes aujourd'hui face à tous ces défis. La réalité, c'est que le pétrole bon marché a déjà disparu. Il fait partie du passé. Donc c'est maintenant que nos habitudes doivent changer. Ou alors nous continuons à vivre dans un rêve, un fantasme qui va s'évanouir rapidement, très rapidement. Vivre sans pétrole, ça paraît impossible. Et pourtant, depuis 1 an en Belgique, un homme tente l'expérience avec ses enfants. Mais c'est un véritable casse-tête parce que le pétrole est partout. Et vous allez voir, il s'en sort pas si mal que ça. Steven Vroman est au régime. Un régime sans pétrole. Il y a 1 an et demi, ce Flamand de 48 ans a décidé de remplacer l'essence par le bon sens. Aujourd'hui, il consomme 80% d'énergie en moins qu'un Européen. Son objectif, limiter son impact sur la planète. En Belgique, il est devenu une célébrité. La Flandre a désormais un super-héros. On l'appelle l'homme au faible impact. Cet homme vit sans pétrole. Avant, je vivais, je pense, comme tout le monde autour de moi. Donc, je prenais l'avion pour mes voyages. De temps en temps, je prenais la voiture. Je mangeais de la viande. J'étais aussi pas conscient des conséquences de ce style de vie. Un jour ou l'autre, on va être obligé de consommer beaucoup moins de pétrole. Et j'ai pensé, voilà, pourquoi pas commencer maintenant et essayer de voir si c'est possible. En mai 2008, Steven entame une chasse au gaspillage. Chez lui, il se débarrasse des appareils gourmands en énergie. Il isole sa maison et réduit de façon drastique ses factures de chauffage et d'électricité en quelques gestes. Dans son quartier, c'est un pionnier. Donc mes voisins, ils ne vivent pas comme moi. Il y a beaucoup de voitures ici. Ils vivent un peu comme la majorité des Belges. Moi, je suis plutôt minorité, mais je pense que bon, dans le temps, quand les prix du pétrole vont augmenter aussi, pour eux, ça va changer beaucoup dans leur vie. Steven a changé radicalement son mode de vie. Il se lave avec de l'eau de pluie récupérée dans sa cour. Utilise uniquement un gant et du savon. En renonçant à son bain quotidien, au gel douche et au shampoing, il économise ainsi plus de 1000 litres de pétrole par an. Peut-être pour pas mal de gens, c'est un peu une méthode de Moyen-Âge pour se laver, mais pour moi, c'est une habitude, en fait. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont même pas les moyens de se laver comme ça, donc moi, je suis contente de le faire comme ça. J'ai pas de problème. Pour réduire sa consommation de pétrole, Steven ne recule devant rien. Même les technologies qui paraissent les plus farfelues. Pour travailler sur son ordinateur, il a mis au point un vélo qui produit de l'électricité. Et pour la musique, il utilise son lecteur MP3 à manivelle, sans pile ni batterie. Je pense que pour pas mal de gens, je suis un peu fou, peut-être, oui. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est pour prendre l'avion, aller à New York pour un week-end ou pour jeter tellement d'énergie ou tellement de matériaux. C'est peut-être pas possible de totalement vivre sans pétrole, mais c'est bien possible de vivre avec 80% moins de pétrole. Pour y arriver, Steven Vroman a changé également toute son alimentation. Notre nourriture est responsable de la moitié du pétrole que nous consommons. Costa Rica, Pérou, Mexico, on a un peu tous les pays ici, mais ce sont tous des fruits qui viennent ici en avion ou en bateau, donc avec du pétrole. Donc je ne mange plus des fruits exotiques. La plupart de ces produits ne sont pas de saison.
Pour les obtenir, il a fallu chauffer des serres, utiliser des pesticides et les faire venir de l'autre bout du monde. En renonçant aux tomates, aux asperges ou encore aux fraises, Steven économise près de 11 litres de pétrole à chacun de ses passages au supermarché, quitte à avoir une alimentation moins variée. Donc ici, voilà, ce sont des légumes belges de saison, du poireau, des carottes. Et je le prends aussi sans emballage parce que ça aussi, c'est du pétrole. Ça m'énerve parfois de voir comment les produits sont emballés. Dans son panier, des produits bio. Ni viande, ni poisson, trop cher en énergie. Depuis le début de son expérience, il a appris à cuisiner autrement et à faire quelques sacrifices. J'aime bien les glaces, mais c'est aussi surgelé, c'est produit industriellement, donc ça c'est fini. Ça c'est le plus dur peut-être, oui. En cuisine, il revendique une alimentation plus saine et presque sans déchets. Ça sont les emballages que j'ai utilisés depuis 1 an. Et il y a pas mal de familles qui ont ça comme ça chaque jour. Steven élève seul ses enfants en garde alternée. Si chez leur mère, le quotidien n'est pas le même, ici, ils respectent les règles du jeu. Leur père leur enseigne la simplicité et l'importance des relations humaines. Pour les vacances, pas de parc d'attractions ni d'hôtel-club, mais du camping et des loisirs en pleine nature. Je pense que notre vie est chouette. La seule chose qui me manque, c'est le saucisson et la viande, c'est tout. Quand je serai grand, je ferai sans doute la même chose, mais pas de façon aussi extrême. Je vais essayer de ne pas consommer trop d'énergie. Pour l'instant, la famille Vrooman est une exception. Un Européen consomme en moyenne chaque année 12 barils de pétrole, soit près de 2000 litres par personne. Au milieu de ce tourbillon de consommation, Steven se sent aujourd'hui perdu. Il dénonce les effets pervers d'une société où posséder, c'est exister. Je pense que les gens achètent beaucoup de choses pour remplir une vie. Et je pense que pour être heureux, pour avoir une bonne vie, on n'a pas besoin de tellement de choses, de trucs. Steven n'achète plus rien de neuf. Il récupère, répare, troque, fréquente les vides-greniers et les brocantes. Même ses vêtements sont d'occasion. Donc ils ont déjà une histoire, c'est même mieux que tous les trucs qui viennent de Chine et qui sont pour tous les gens les mêmes. Donc non, ça c'est pas mal ça. Hein? Grâce à sa nouvelle vie, Steven Vrooman économise 500 € par mois. Du coup, il a choisi de travailler uniquement à mi-temps. Il conseille aujourd'hui les entreprises qui souhaitent réduire leur impact sur l'environnement. Son impact à lui, il le suit de près. Ses efforts lui permettent d'économiser 8 barils de pétrole par an, les 2/3 de la consommation moyenne d'un Français. Je suis vraiment heureux avec mon style de vie de maintenant. C'est bon pour la santé, c'est mieux pour la planète, c'est moins cher, donc il y a beaucoup d'avantages. Il ne faut pas avoir peur de vivre sans pétrole, au contraire, ça donne une bonne qualité de vie. Je pense qu'il y a un futur qui est beaucoup mieux que le style de vie qu'on a maintenant. La fin du pétrole est peut-être une bonne nouvelle. Mais aurons-nous le temps de nous adapter à ce nouveau mode de vie? Et surtout, le temps de développer de nouvelles énergies. Pour en parler, je retrouve Yves Cochet. Yves, ça doit vous plaire ces 5000 m² de panneaux solaires? Ici, on est au sommet d'un bâtiment public de la ville de San Francisco. C'est un bâtiment qui fait à peu près l'équivalent d'une centaine d'appartements. On a à peu près 5000 m² de photovoltaïque. C'est bon pour rendre ce type de bâtiment autonome. C'est le seul pour le moment qui a été équipé comme ça. Mais en réalité, ces panneaux photovoltaïques qui font directement de l'électricité à partir du soleil. Il y a un côté un peu miraculeux. C'est ce qu'il faudrait qu'il y ait sur tous les toits de cette ville et sur tous les toits de toutes les villes du monde. C'est l'avenir. Prenons un autre exemple. En France, on commence à faire des éoliennes, mais une éolienne, c'est 2 ou 3 mégawatts, alors qu'une centrale nucléaire, c'est 1000 mégawatts. Donc il faut multiplier les éoliennes, mais ça ne remplacera pas. Le nucléaire, 75% de la production d'électricité en France.
Oui, et peu de CO2. Le nucléaire, dans toute sa filière, n'émet pas trop de CO2, c'est vrai. Ceci étant dit, il y a d'autres dangers. C'est que le nucléaire, c'est quand même intrinsèquement dangereux. Il y a de la radioactivité. Il faut donc confiner cette radioactivité. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir le faire pendant des décennies et des décennies? Ça n'est pas sûr. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est suffisamment parfait, suffisamment sage? On se souvient de ce qui s'est passé en Allemagne ou en Italie il y a 70 ans pour avoir du nucléaire. On ne sait pas comment la France ou l'Europe ou les États-Unis vont évoluer dans 30 ans ou dans 50 ans. Moi, je refuse le nucléaire parce qu'on n'est pas assez sage en tant qu'espèce humaine. Pour vous, l'homme ne mérite pas le nucléaire? Mais je dirais même plus que l'homme est trop con pour avoir le nucléaire. Sans compter que les ressources en uranium sont elles aussi très limitées, à peine 50 ans. Nous devons anticiper cette pénurie d'énergie si nous ne voulons pas la subir, en commençant tout simplement par économiser le pétrole et explorer à fond toutes les pistes que nous offre la nature. La force du vent, des vagues, comme aussi des marées, la chaleur du sous-sol et bien sûr la lumière du soleil. Nous aurons besoin de toutes les formes d'énergie renouvelable disponibles sur la Terre. Je sais que c'est difficile, mais nous devons croire en ce que nous savons. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous allons manquer d'une énergie sans connaître celle qui la remplacera. Le pétrole n'aura été qu'une parenthèse d'à peine 2 siècles dans la vie de l'homme. Nous avons connu l'âge du feu, l'âge de la pierre, l'âge du bronze. Nous allons sans doute achever aujourd'hui l'âge du pétrole. Ne pas y croire, ne pas s'y préparer est irresponsable. Comme disait un émir, mon grand-père était à dos de chameau, mon père roulait en voiture, aujourd'hui je voyage en jet privé, mais sans doute que mes petits-enfants remonteront à dos de chameau. Bonsoir. J'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont fait prendre conscience de l'importance du pétrole dans notre vie et des conséquences de sa disparition. Un grand merci à Yves Cochet. Tout au long de cette émission, il nous a aidés à comprendre les enjeux de la fin de l'or noir. Merci à Josh Tickel. Son engagement et sa détermination sont exemplaires. Avec son bus, il détient peut-être une partie de la solution. Merci à Frances Arnold. Les recherches de cet ingénieur chimiste permettront peut-être de vivre heureux sans pétrole. Merci à Walea Jones et Norman Benali. Leur combat contre le charbon qui salit tout est une cause juste. Merci à Stephen Vroman de nous prouver qu'on peut vivre bien avec beaucoup moins de pétrole. C'est possible. Merci à Zhang Wei qui lutte pour sauver les Hutong de l'assaut des voitures et à Wang Wang qui tente de redonner aux vélos leur place à Pékin. Un merci tout particulier à Al Gore. Sa force et son enthousiasme doivent nous interpeller sur l'avenir de la planète. Merci à Angela Green. Elle forme les jeunes aux emplois verts et leur donne un nouvel espoir. Un grand merci à Christophe de Margerie d'avoir accepté de répondre avec sincérité à mes questions. Merci à Richard Henberg. Ce visionnaire nous alerte sur l'urgence d'agir avant la fin du pétrole. Merci à Philippe Stark de nous avoir fait partager son amour pour le plastique. Merci à Harrison Dillon qui a peut-être trouvé le carburant du XXIe siècle, les algues vertes. Et un merci du fond du cœur à Robert Freling. Ces panneaux solaires illuminent la nuit de milliers d'Africains. Si vous voulez soutenir tous ces personnages formidables, vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site de Vue du Ciel. Comme pour toutes les autres émissions Vue du Ciel, ce programme est compensé carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour réaliser nos reportages, entre les vols en hélicoptère et les trajets en avion, nous avons rejeté dans l'atmosphère 91 tonnes de gaz carbonique, un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Au total, c'est ce qui rejette un peu moins de 11 Français sur une année. Pour être en accord avec nos convictions, nous avons décidé de compenser cette pollution en participant au projet Action Carbone. Il s'agit très concrètement d'aider des ONG qui travaillent en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique. Les projets soutenus visent à fournir de l'énergie propre à des populations qui n'ont généralement que du bois pour se chauffer ou cuire leurs aliments. C'est par exemple générer du biogaz à partir d'excréments d'animaux en Inde ou en Chine, installer des fours solaires en Bolivie ou au Pérou, fabriquer du charbon vert à partir de déchets agricoles ou de plantes envahissantes au Sénégal. Ces modes de cuisson écologique
permettent d'éviter la consommation d'énergie non renouvelable, de lutter contre la déforestation et économiseront annuellement l'émission de plusieurs milliers de tonnes de CO2. Nous luttons ainsi contre le réchauffement climatique et pour nous, c'est très important.